Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le 31e épisode du podcast officiel des Cahiers du Catch. Le podcast qui résume, analyse Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. Avec moi aujourd'hui pour analyser tout ça, notre globetrotter, la fine fleur des Cahiers du Catch, la plume des Cahiers du Catch, Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël? Oui, bien, je vais bien. Merci pour cette introduction, Ringside. J'espère que tu vas bien toi aussi. Mais oui, la pêche, la patate. Formidable. Eh oui, tout est beau, tout est bon. Après ce Ah bah week-end de super. folie, hein, de Survivor Series et de Takeover, on peut que aller bien. Hein. Alors, je rappelle que vous pouvez lire l'analyse de Raphaël sur les cahiers du catch, Sur l'analyse les même Survivor Series, ouais. sur les Survivor Series. Donc, toi comme moi, hein, on a bien aimé ce Survivor Series, donc on est désolé pour les auditeurs qui ont pas aimé. On fait partie de de ce côté des fans qui ont adoré ce Survivor Series. Bon, on va lancer les opérations. Donc ce Monday Night Raw du 21 novembre, ça se passait toujours à Toronto. Pour démarrer le show, on a l'incroyable Goldberg qui arrive au ring. Toujours sa belle entrée classique où il traverse tous les backstage. Et donc il arrive au ring, il vient simplement donc pour remercier le public. On se souvient qu'il a explosé Brock Lesnar ce week-end. Donc voilà, il explique que c'est grâce au public s'il a pu faire son retour. Et puis que donc il a exécuté ce qu'il a annoncé qu'il ferait, c'est-à-dire écraser Brock Lesnar. Mais il explique que toutes les bonnes choses ont une fin. Alors là, c'est la déception dans le public. Cependant, il nous annonce que dans les coulisses de Survivor Series, après le match, il a croisé Stephanie McMahon. Et Stephanie McMahon lui a dit, ah bah ouais, effectivement, t'avais un spear en toi, il te restait un jackhammer en toi, un putain d'ass kicking, de bottage de cul en toi. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il te reste un règne de champion en toi? Et donc Goldberg, voilà, après une petite réflexion, putain ouais, il lui reste un règne de champion en lui. Donc il nous explique que pour arriver au championnat, il faut d'abord passer par le Royal Rumble, c'est la première étape. Donc voilà la grosse annonce, Goldberg participera au Royal Rumble. Et il nous explique que s'il participe au Royal Rumble, ça veut dire que everyone is next. Il va exploser donc à peu près tout le roster à Royal Rumble théoriquement. Voilà, et puis là-dessus, il s'en va. Qu'est-ce que tu as pensé de cette entrée en matière, mon bon Raphaël? C'était pas mal. Moi, je trouve que Goldberg, qu'on ait aimé ou pas l'issue du match des Survivor Series, on peut dire que c'est quand même un retour très très réussi niveau adhésion du public. Hein. On est très très loin de ce qui était arrivé au pauvre Batista, même si c'est assez similaire. C'est un mec qui était attendu depuis très longtemps. Là, ça marche, hein, ça adhère à fond, même à Toronto, partout. Les gens ont l'air de l'aimer, de popper à fond quand il annonce qu'il va continuer. Donc ouais, niveau communion avec le public, ça marche bien. Il a toujours de l'émotion et finalement, c'est assez bien, c'est assez représentatif, je pense, de l'esprit d'un sportif sur le retour, quoi, qui pensait faire un dernier run et puis finalement galvanisé par la victoire et la foule, se dit allez, je continue. Bon, moi, je sais pas ce que t'en penses. Je l'imagine pas non plus mettre la main sur la ceinture de champion du monde quand même, mais juste de se retrouver encore sur la route de Lesnar pour une revanche, enfin une belle du coup. Enfin non, c'est pas une belle puisqu'il mène 2-0, mais pour une troisième manche à WrestleMania, je suis pas sûr qu'il deviendra champion à nouveau, mais bon, connaissant la WWE, tout est possible. C'est ce que j'allais dire. Je vais éviter de faire des plans sur la comète de tirer des plans sur la comète parce qu'ils ont tendance à nous surprendre de tous les côtés en ce moment la WWE. Ouais, pour moi, ce serait pas impossible non plus qu'il puisse avoir son petit run de champion comme le Rock l'a eu ou Brock Lesnar. Hein. Ils ont chacun eu leur petit règne à un moment donné. Euh, mais maintenant, quel charisme quoi. Moi, Oui, ça me dérangerait pas qu'il ait la ceinture, ça donnerait de la crédibilité à la ceinture universelle.
C'est vrai. C'est parce que bon, clairement, on l'a vu encore là. Il y a eu quelques petits chants timides à la fin. You screw Brett. Mais c'était très timide et on était à Toronto, hein. Donc normalement au Canada il est pas censé se faire acclamer Goldberg, mais on voit bien que ça fonctionne du feu de Dieu quoi. Il y a quand même un truc qui se dégage de lui que t'as pas des autres superstars du reste du roster, hein. Quand il fait, pourtant là il fait une promo qui est basique. Oui, T'as quand même, c'est rare que le public réagisse comme ça, aussi bruyamment, puis qui adhère complètement à ce qui lui est présenté. Euh, donc ça, là-dessus, moi je peux qu'adhérer. Pour l'instant, tout est bien fait. Donc on va voir pour la suite. Après, on le reverra peut-être que dans 2 mois, du coup, pour le Rumble Goldberg. Mais oui, euh, sûrement, oui. voilà, on a un truc qui ressemble à ce qui se faisait il y a quelques années, quand on avait vraiment des grosses mégastars. Ça, c'est plutôt appréciable. De pas commencer. Alors, il glisse quand même Stephanie McMahon dans l'histoire. Mais c'est quand Mm. même sympa de pas commencer pour une fois avec Stephanie McMahon et Mick Foley Ouais. qui viennent nous raconter des trucs un peu tirés par les cheveux. Euh, Là, c'est beaucoup plus simple et efficace. Et puis, putain, il y a une aura qui se dégage de Goldberg quand même. Toi, tu penses que l'aura de Brock Lesnar est détruite ou qu'il Ah, pas est, du il est toujours apte à rester le monstre indétrônable qu'on a connu? Pas du tout. Moi, je pense que, enfin, je vous renvoie à la lecture de mon article, mais non, je pense qu'effectivement, ils ont choisi de faire un vrai coup de tonnerre, justement parce que Lesnar paraissait un monstre imbattable, mais même en ayant perdu comme ça, en étant pris de vitesse par un adversaire qu'il a visiblement complètement sous-estimé, bah, il va nous jouer le rôle de l'animal blessé encore plus dangereux. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive, donc. Moi, Lesnar me fera toujours peur et me fait encore peur. Et je crois qu'en décembre, il a un live event où il va affronter Rousseff. Il va sûrement le détruire aussi. Bon, ce serait un peu dommage pour le Bulgare, mais non. Alors après, par contre, moi, ce que je calculais, il me semble bien que Lesnar, il a encore son contrat qui va expirer là pour un peu après WrestleMania de 2017. Donc, est-ce qu'il va continuer là-dessus? Est-ce qu'il va re-signer encore une fois ou est-ce qu'il va s'arrêter parce qu'il a quand même fait un petit peu le tour là. Ce Hmm. sera une question intéressante à suivre au moment voulu. Ouais, faut voir s'il a besoin d'argent ou pas. Parce que je le vois mal Ça prend- retourner à l'UFC. Enfin, quoique, il a réussi à faire un match. Ouais, mais quand même, là, maintenant, il est vieux pour de l'UFC. Il est Ouais, plus trop ouais, en état, hein. Mm. ouais, et puis s'il signe 2 ans à la WWE, je sais plus trop qu'est-ce qu'on lui donne à bouffer là. Mais bon, on verra, oui. Oui, ça, on peut toujours lui trouver quelque chose à faire, hein. C'est pas. Il est pas encore. Euh, Nakamura. mm. Donc plutôt un segment réussi. Vraiment sur Goldberg, ils ont juste sur toute la ligne, hein, on va dire. Euh, Bon bah ça va pas être le cas du reste du show, parce que le chat est parti, donc maintenant les souris dansent, hein, on a le reste du roster de clowns hein, qui va rentrer en action. C'est parti, un coup de baguette magique, on envoie la musique. Le premier match de la soirée, c'est les champions en mousse, le New Day, qui va affronter les challengers Cesaro et Sheamus. Donc Cesaro et Sheamus, les deux survivants hein, du match à élimination du Survivor Series en tag team, qui ont fait gagner Raw. Le New Day, eux, ils ont été éliminés au bout de peut-être une minute ou deux hein, par les Usos. Et Cesaro et Sheamus ont gagné en réussissant à vaincre les Usos également. Donc le New Day, hein, un petit peu avant le match, ils font une petite promo. Ils expliquent que ils ont mené leur équipe à la victoire, hein, que ce sont des capitaines efficaces, alors que donc comme je viens de vous l'expliquer, ils se sont fait éliminer assez rapidement. Voilà, et donc après, ils arrivent au ring et on a un gros match pour la ceinture. Alors, on connaît le talent des deux équipes, hein, donc c'est un déroulé de toutes leurs prises. On a du white noise, on fait tourner Xavier Woods. C'est pas Xavier Woods, c'est Kofi Kingston, parce que c'est Kofi Kingston et Big E hein, qui affrontent Cesaro et Sheamus. Xavier Woods est sur le bord du ring. On a notamment à un moment donné Cesaro qui attrape Big E à la volée et puis qui l'écrase au sol, c'est assez impressionnant.
On a une petite anicroche entre Cesaro et Sheamus à un moment donné où Sheamus par accident met un coup de coude à Cesaro. Mais il y a pas grand chose d'autre qui va gripper la machine Cesaro Sheamus. Ils arrivent quand même à dominer le match. Et donc ça se termine par Cesaro qui place Kofi Kingston dans le sharpshooter. Au milieu du ring, donc Biggie tente d'intervenir mais il se fait sécher par Sheamus. Xavier Woods monte sur le bord du ring, il fait jouer un petit peu Francesca de 3.0 ou je sais pas à quel nombre on est. Ça distrait l'arbitre. Pendant ce temps, Kofi tape, il abandonne mais l'arbitre ne voit pas parce qu'il est distrait par Xavier Woods. Donc là, cet abruti de Cesaro casse la prise, il va voir l'arbitre. Et Kofi Kingston en profite pour lui faire un petit paquet, un roll-up. Et c'est la défaite de la team Cesaro Sheamus. Et la victoire du New Day. New Day qui arrive, ils sont à 23 jours du record des Demolition. Ils ont expliqué notamment avant le match qu'ils vont démolir le record des Demolition dans un très bon jeu de mots. Voilà, donc défaite de Cesaro et Sheamus. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Raphaël? Alors moi j'étais vraiment grave déçu du résultat. Ouais, après les Survivor Series, après ce momentum, enfin ils sont vraiment sortis. C'était un peu leur soirée là. Cesaro et Sheamus, ils ont vraiment été très très bons contre les Usos et dans l'élimination match. Pour moi, ça aurait été la suite logique là de surfer sur la vague et de les faire devenir champions. Alors bon, peut-être que Raw n'est pas assez grand pour briser le règne des New Day qui est maintenant très très long, donc ça arrivera sûrement en pay-per-view. Après, c'est vrai que là, ils nous ont sorti cette histoire de record de Demolition un peu du chapeau. Moi, je suis pas assez vieux pour avoir connu cette époque. Pour moi, ils avaient déjà battu le record de London et Kendrick, mais bon, du coup, c'était les anciennes ceintures, donc c'est le record. Les Demolition, ils ont en gros le record absolu des tag teams à la WWE, quoi, toutes ceintures confondues. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Donc il leur reste 23 jours. Alors est-ce qu'on va les faire battre le record pour perdre 2 jours après, parce que je crois que c'est Roadblock, c'est 2 jours après leur, Mhm. leur, le record. Donc si c'est pour prolonger le record de 2 jours, pourquoi pas. En tout cas, moi je crois que il va falloir donner la ceinture à cette équipe de Sheamus et Cesaro qui est de plus en plus populaire, qui est vraiment excellente sur le ring. Euh, Non, non, c'était un beau match et les New Day glissent un peu du côté obscur, mais bon, on sait jamais trop avec eux parce que ça fait 500 jours qu'ils alternent des moments un peu comme ça, même contre le club ou contre d'autres équipes heel. Ils ont fait des fois des coups en douce plus heel qu'un heel. Donc, je sais pas trop si on peut en conclure à un turn, mais en tout cas, on a tous vu qu'il y avait eu triche, et donc en toute logique, il devrait y avoir rematch. C'est ça. Mais on verra que d'abord il y a une équipe qui va entrer en lice. Il y a du monde. Et effectivement, moi je suis de ton avis, il a été peut-être temps de donner la ceinture à Cesaro et Sheamus. On voit bien que même si tu gagnes un Survivor Series, t'es pas sûr d'avoir un push derrière. On pense à Adolf Ziggler hein, dans ces cas-là qui a eu un peu le même traitement. Et puis comme toi, hein, je pense qu'effectivement là ils sont partis pour battre le record, mais record de quelques jours parce que voilà ça commence à lasser hein, le New Day tout doucement. Euh, Maintenant, voilà apparemment Big Cass il va rentrer, comme on va le voir de suite dans une rivalité qui va pas faire les ceintures par équipe. Pour le reste, voilà, je crois qu'il faut attendre la fin du record battu pour qu'il se passe des choses un peu nouvelles dans la division tag team. Euh, voilà, bah on va enchaîner sur la suite. Donc, dans les coulisses, on retrouve Enzo Amore. Il ne peut pas rentrer dans les vestiaires parce qu'apparemment Cass lui a fait une blague. Big Cass lui a fait une blague. Il a fermé la porte à clé. Et la caméra descend et on se rend compte que Enzo Amore est tout nu. Il est cul nu. Alors bon, c'est censuré. Hein, il y a une petite grille qui cache tout ça. Donc bah comme il peut pas rentrer, il va aller se balader dans les coulisses un petit peu. Il croise les Shining Stars qui lui expliquent qu'ils ont dans leur resort, hein, dans leur hôtel, une section pour les gens comme lui. Il n'y a pas de souci.
Il y a Titus O'Neil qui le croise aussi, qui est choqué, il l'engueule. Et il tombe sur Lana, la belle Lana, visiblement qui louche un peu sur les parties intimes de Enzo. Voilà, donc il discute un peu avec elle. Et là, il y a Rousseff qui débarque en furie. Qu'est-ce que tu fais devant ma femme tout nue? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Donc ensuite il y a Big Cass qui arrive, hein, parce que Enzo il tente de s'expliquer, puis il y a Big Cass qui arrive, donc il fait ouais bah qu'est-ce qu'il y a, je fais ce que je veux. Et donc bah forcément on a un match qui va se dérouler un peu plus tard dans l'émission, qui oppose Rousseff à Enzo Amore, avec Big Cass dans le coin d'un côté et Lana du côté de Rousseff. Donc bah évidemment hein, Enzo il se fait exploser. C'est assez rapide. Donc, Rousseff le place pour finir dans l'accolade. Donc, il place l'accolade de manière à regarder droit dans les yeux Big Cass. Hein, pour lui dire voilà, regarde ce que je fais à ton copain. Enzo, il abandonne rapidement. Big Cass monte sur le ring. Rousseff s'échappe. Il n'y aura pas d'affrontement ce soir entre Rousseff et Big Cass. Voilà, victoire de Rousseff assez expéditive, une nouvelle rivalité qui s'annonce contre Big Cass. On notera en début de match la belle Lana qui, comme d'habitude, elle appelle le public américain alors qu'on est au Canada. Ça donne une petite réaction du public, mais ça la désarçonne pas. Apparemment, c'est fait exprès. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de rivalité, Raphaël? Bah, après tout, elle a pas tout à fait tort. Hein. America, ça a toujours été une source de conflit. C'est à la fois le continent et puis les États-Unis sont appropriés le mot, mais normalement de l'Alaska à la Terre de Feu, tu es America. Donc C'est pas faux. voilà, elle a pas tout à fait tort. Non, alors la scène dans les vestiaires m'a un peu fait rire, j'avoue, c'est potache. Bon, même si j'ai trouvé ça, Oh, c'était rigolo ça. ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre de la part de Big Cass de foutre son copain à poil quand même. Alors bon, des fois quand ils parlent vite, mon anglais a ses limites. J'ai imaginé qu'ils allaient faire une allusion à Titus O'Neil qui a déjà montré ses parties intimes sur la toile, mais a priori c'est pas ça qu'ils ont dit. Non, c'était assez rigolo. Le match, j'ai eu peur qu'il y ait une sorte de ridiculade avec Rousseff qui prendrait un petit paquet ou quoi, mais non, ils ont fait ce qu'il fallait qu'ils fassent, quoi. Enzo Amore est pas du tout du niveau du Bulgare, donc il l'a démoli. Je sais pas trop quoi penser du début de FUD. J'attends de voir. J'ai l'impression que la WWE considère que Rousseff est assez installé comme force brute pour s'en servir pour valoriser les autres. Hein. Il a servi un peu de paillasson à Roman Reigns pour lui donner un peu plus de crédibilité. Là, contre Big Cass, moi, mon cœur pencherait plutôt pour le Bulgare et qu'il s'en sorte gagnant, mais c'est pas sûr. Ils vont peut-être l'utiliser pour mettre en valeur le rookie. En tout cas, ça me va que les softs alternent entre des périodes tag team et des périodes où on aura plutôt Enzo Amore comme simple manager et pas catcher et que ça soit son copain qui soit mis en valeur. Et puis de voir Lana, ça fait toujours plaisir quand même. Elle nous avait manqué au Survivor Series. C'est bizarre que Rousseff ait pas eu de programme ce dimanche quand même. Mm. Ouais, je crois qu'il devait le programmer au départ pour intervenir dans le match entre Goldberg et Lesnar. Mais comme ils ont réussi à signer Goldberg pour plus longtemps, du coup ils ont transformé le match en squash. Et donc du coup pas besoin d'intervention de Rousseff. Donc du coup pas de Rousseff, pas de Lana pour les Survivor Series. Elle était très belle, hein, Lana, ce soir. Ouais, donc Big Cass contre Rousseff. Nous, on avait eu le match en house show en France, là, à Strasbourg. Donc effectivement, on voyait qu'il répétait pour quelque chose qui allait se faire devant les caméras. Ouais, bah ça va être bien pour Big Cass pour pouvoir se positionner comme une powerhouse dans le roster. Euh, voilà, donc du coup, voilà, est-ce que la Team Soft va finir par avoir la ceinture un jour? On sait pas trop. Est-ce que ça va plutôt partir déjà sur un run solo de Big Cass avec Enzo comme manager? Ça, c'est des choses qui sont relativement intéressantes.
À voir, faut pas trop que ça entache Rousseff effectivement. Moi j'ai tendance à préférer Rousseff aussi. On sent que le public quand même préfère Rousseff, il est quand même assez populaire. Mm. Mais je pense que ce serait idiot de le faire passer en face. Ah oui, c'est Donc ouais, ça dérangerait pas qu'il soit un peu plus haut dans la carte, qu'il aille titiller un peu le championnat de l'univers aussi Rousseff. Mais voilà, pour l'instant il a cette position de boss de premier niveau on va dire. Voilà, bon là ça l'avenir nous le dira hein, sur ce qui se passera pour la suite. Alors, une nouvelle rivalité qui se profile dans la suite de l'émission. Mick Foley et Stephanie McMahon, backstage, ils reçoivent Sami Zayn après s'être félicité de leur victoire à Survivor Series. Ils reçoivent Sami Zayn et ils lui expliquent que comme il a perdu contre le Miz hein, pour le championnat intercontinental, il n'a pas pu ramener le championnat intercontinental à Monday Night Raw, c'est toujours l'exclusivité de SmackDown. Et ben pour le punir, ce soir il affrontera Braun Strowman. Bon alors sachant que Sami Zayn s'était déjà porté volontaire pour affronter Braun Strowman, c'est une bien drôle de punition. Donc le match, Sami Zayn arrive au ring, mais alors il se fait attaquer dans le dos tout de suite par Strowman, qui l'expose contre la barricade. Donc c'est le nouveau Braun Strowman, hein, celui qui est un TGV qui va à 100 à l'heure, qui est percutant. Hein, c'est pas le Braun Strowman qu'on avait connu, qui bougeait comme le Great Khali. Donc il détruit. Le match commence quand même, hein, même si Sami Zayn est déjà quasiment knock-out. Et donc Braun Strowman le détruit. Alors à un moment donné, l'arbitre. Et alors plusieurs reprises d'ailleurs, l'arbitre repousse pour Strowman en lui disant attention, t'as fait mal à Sami Zayn, là il a pas l'air bien. Au final, Strowman place Zayn en position du cochon pendu là dans le coin du ring. Et c'est Mick Foley lui-même qui débarque et qui arrête le match. Il dit c'est fini, Sami Zayn ne peut plus se défendre, le match est terminé. Voilà, donc Strowman grand vainqueur d'un drôle de match. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match où il faut pas taper trop fort sur son adversaire, Raphaël? c'était un peu c'était un peu bizarre en effet. Bon, Strowman, comme tu l'as dit, il est toujours assez convaincant. Il a été très bon ces dernières semaines, notamment aux series, mais même avant contre les autres main eventers. Et là, il est bon, il avait pas d'opposition, il avait pas grand chose à faire. Hein. Je pense qu'il est allé rapidement à la douche. Il avait pas beaucoup transpiré non plus, C'est ça. mais ça va. C'est un peu bizarre cet angle autour de Sami Zayn. On sait pas trop ce que ça peut donner. Déjà bon, ils le punissent, ce qui est quand même assez sévère parce que bon bah ils omettent de dire un peu que quand même s'il a pas gagné le titre intercontinental, c'est quand même il a subi un peu une triche de Miz et de Maryse, donc ils auraient pu être un peu indulgents, voire demander un rematch. Je ne sais pas si ça aurait été possible. C'est bizarre que ce soit Mick Foley qui s'en charge en plus. Et bah, cette fin de match, c'est très inattendu. Justement, je trouvais que c'était ça qui était bien. Hein. Il y aurait eu un simple tombé, bof. Mais là, que ça soit Mick Foley qui vient dire c'est bon, c'est fini, on arrête les frais. Je sais pas, pour moi, je l'interprète de deux façons. Soit c'était c'est bon, la punition est faite, c'est bon, on passe à autre chose quoi. Laissons le pauvre Sami Zayn se remettre et puis maintenant, voilà, on passe à autre chose. Ou alors c'était plutôt le côté bah Mick Foley est déçu et il voit ouais bon bah ce Sami Zayn il est vraiment bon à rien, c'est bon, on arrête là. Et dans ce cas-là ça peut ouvrir la porte à un passage à SmackDown qu'on nous sous-entend un peu ces dernières semaines. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Pour moi le jeu de Mick Foley laissait pas trop deviner ce qui pouvait se passer pour la suite. Ah, il vaut mieux que ce soit effectivement pour un passage à SmackDown parce que sinon ça veut rien dire hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Ça sert à quoi de punir Sami Zayn en lui faisant faire un match contre Strowman qui il avait demandé à affronter Strowman il y a 2 semaines et puis que tu fais pas t'arrêtes pas un match de catch parce qu'il y en a un qui est KO hein, Ah oui. ou du moins il faut qu'il y ait un tombé ou alors l'arbitre fait un KO mais bon généralement quand ils font ça c'est pas sur un match qui a duré 30 secondes et où personne n'est passé à travers une table. Euh,
là, pour le coup, Sami Zayn, il est pas crédit de 30 secondes. Et puis c'est pas cohérent, quoi. Donc ouais, soit on part sur un truc vraiment où Mick Foley le vire en considérant qu'il est bon à rien, ou alors il va peut-être lui laisser une dernière chance et puis Sami Zayn va gagner le match. Mais là, comme ça, en l'état, c'est super nul, quoi. Ça c'est vraiment le truc tiré par les cheveux. Et puis voilà, je sais pas, t'as des règles. Tu respectes les règles, quoi. Là, s'ils font pas des matchs qui se terminent comme ça, c'est parce que c'est pas censé se terminer comme ça, un match de catch. Voilà, je trouve ça pas très très malin dans l'absolu. Bon, maintenant, encore une fois, l'avenir nous dira, hein. Comme on sort du Survivor Series, on rebat un peu les C'est cartes. ça. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, on verra pour la suite. Et donc là, on va enchaîner sur votre séquence préférée, qui va être assez rapide, le Jobber's World. Alors, pas grand chose dans Jobber's World cette semaine. Cédric Alexander bat Aria Daivari. Et le club, donc Anderson et Gallows, battent Golden Truth. Donc victoire du club qui gagne un ticket pour un match de championnat tag team. Ça, ce sera la semaine prochaine. Belle performance de Goldust, hein, qui est quand même en très grande forme pour son âge. Mais le public en avait rien à faire, hein, de ce match. Ensuite, les Cruiserweight. On a un match pour déterminer le challenger numéro 1 pour la ceinture de Brian Kendrick. Brian Kendrick qui a conservé sa ceinture au Survivor Series. Il a réussi à battre le pauvre Kalisto. Et ce soir, donc, il est aux commentaires. À la table des commentateurs. Et le match de ce soir, c'est TJ Perkins, l'ancien champion, vainqueur du Cruiserweight Classic. L'Écossais Noam Dar, le dernier arrivé là dans le roster. Et Rich Swann, qui a à son actif de tomber sur le champion Brian Kendrick. Donc c'est un bon match, hein. Ça saute dans tous les coins. Là, on est vraiment dans le truc Cruiserweight. Ça se termine sur une victoire de Rich Swann qui réussit à placer un high kick à la volée sur TJ Perkins. TJ Perkins qui venait de se débarrasser de Noam Dar. Rich Swann fait le tomber. Rich Swann gagne la place de First Contender. Mais alors le match se passera à la nouvelle émission 205, je sais plus quoi. Kendrick d'ailleurs annonce aux commentaires que regardez, c'est bizarre, depuis que je suis champion Cruiserweight, on a une nouvelle émission qui se crée pour les Cruiserweight. Voilà, donc une belle victoire de Rich Swann, mais ça se passera pas à Raw. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça, Raphaël? Oui, c'est dommage. Ouais, on a du mal à comprendre. Je pense que eux-mêmes savent pas trop ce qu'ils vont faire des cruiserweight sur les prochains mois, selon les selon les réactions du public. Là, effectivement, ça va être un match de championnat pour inaugurer ce show. Donc, je crois que c'est la semaine prochaine, hein, c'est ça? Ou celle d'après? Ouais, je crois que ça commence la semaine prochaine, ouais, Ouais. effectivement. Donc, du coup, on sait pas trop comment ça va se passer avec une présence à Raw qui va rester effective quand même. Ce show en parallèle. Est-ce qu'il y aura des sortes de petits pay-per-view de 105 là, je ne sais pas. Ouais, on sait pas trop ce que ça va donner. En tout cas, je te rejoins complètement. Le match, le Triple Threat, là, a été très très bon. J'ai vraiment ressenti là une petite patte cruiserweight, quelque chose de vraiment spécial qui manquait Mm. beaucoup ces dernières semaines. Et la victoire était assez logique. Enfin, ça paraissait logique que Rich Swann gagne, mais les deux autres ont pas démérité. J'aime bien le l'acting de Noam Dar qui est a priori Mm. plutôt un heel, donc il a joué un peu arrogant, mais en même temps assez charismatique. C'était une bonne séquence, ouais, pour les cruiserweights. Effectivement, Noam Dar, hein, il a son petit talent. Alors, il était dans le camp des gentils dans le kick-off des Survivor Series. Bon, principalement parce il avait tapé sur la gueule de Kendrick à la sortie du match qu'ils avaient fait en Angleterre. Par contre, clairement, dans son attitude, dans son moveset, c'est un heel. Donc, encore une fois, ça serait un petit peu dommage s'il le place comme face. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien de décidé, hein,
Il n'y a rien qui a été vraiment écrit autour de lui. Moi, ce qui me dérange un peu, encore une fois, c'est que TJ Perkins, c'est lui qui prenne le tombé. Ça, c'est pas. Ils finissent de l'enterrer, quoi, tout simplement. Euh, Maintenant, pour le reste, bah oui, vu comme ça va se passer ailleurs, c'est un peu dommage. Mais bon, faut bien lancer le show en même temps. Mais bon. Voilà, c'est toujours mal placé les cruiserweight dans la carte. Voilà, je suis pas sûr qu'ils survivent à Monday Nitro de manière vraiment importante dans les semaines qui viennent, mais bon, on sait pas. Mais voilà, c'est toujours un peu mal foutu leur truc un peu même beaucoup, hein, leur truc de cruiserweight. Voilà, on va voir ce que donne leur nouvelle émission. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des bons matchs, je pense, dans ce truc-là. Là, on voit, on a mis 3 vrais cruiserweight, 3 mecs qui étaient des piliers de l'indie. Tout de suite, ça donne des matchs où il y a une saveur. On n'est pas sur du Kendrick Sin Cara, quoi. Voilà, faudrait qu'ils fassent ça un peu plus souvent, quoi. Ouais, ouais. Un enjeu et puis 3 mecs qui sont des vrais cruiserweight, quoi. Voilà, allez, on passe à la suite. C'est Charlotte. Donc Charlotte qui débarque sur le ring accompagnée de Dana Brooke. Elle est là pour s'expliquer sur ses actions de la veille au Survivor Series où après la victoire de l'équipe féminine de Monday Nitro, elle a attaqué Bayley. Alors, rapidement, Sasha Banks débarque, elle l'interrompt, elle vient réclamer un nouveau match pour le titre. Charlotte fait mine d'accepter, mais elle annonce finalement que ce sera pour la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, Monday Nitro se passe à Charlotte, en Caroline du Nord, la ville de Charlotte, la ville où est née Charlotte. Ça fait beaucoup de Charlotte dans une phrase. Là-dessus, Nia Jax débarque. Elle vient se vanter de sa victoire, hein, de sa domination plutôt au Survivor Series, parce qu'elle n'a pas gagné, elle a quand même été éliminée par abandon. Alors, la tension monte. Charlotte réussit à monter Nia Jax contre Sasha. Nia Jax explique à Sasha que quand c'est Nia Jax qui est dans le ring, c'est elle la boss, hein, c'est pas Sasha Banks. Sasha finit par se faire éjecter du ring par Nia Jax, hein, toujours influencée par Charlotte. Là-dessus, Bayley débarque. Elle essaie de monter dans le ring, mais elle se fait repousser également. Là, elles font un peu pitié au bord du ring. C'est la coupure pub. Au retour de la pub, on a un match en équipe. Charlotte Nia Jax d'un côté, Sasha Banks Bayley de l'autre. Donc encore une fois un joli petit match. Et c'est Sasha Banks qui réussit à remporter la victoire en faisant taper Charlotte. Donc voilà, victoire de Sasha Banks. La semaine prochaine, un match revanche entre Charlotte Flair et Sasha Banks. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, mon bon Raphaël? Déjà, ça m'inspire effectivement que je sais pas combien il a d'enfants Ric Flair, si Charlotte est son aîné ou, mais en tout cas effectivement Charlotte est née à Charlotte. Visiblement, il avait pas beaucoup d'imagination pour le prénom. Heureusement qu'elle est pas née à Corpus Christi ou à la Nouvelle-Orléans parce que ça aurait fait bizarre. Mais sur le principe d'ailleurs c'est rigolo. Je trouve qu'elle demande qu'elle attende la semaine prochaine pour avoir le title shot, pour avoir le match chez elle. Bon, je trouve ça assez convenu. Moi, j'ai pas du tout aimé la coupure pub et la reprise sur le fameux tag team match playa. Je me suis dit là c'est quand même du booking très facile. Bon, on est en lendemain de Survivor Series, un match tag team sympathique, mais effectivement sans enjeu. La preuve, c'est Charlotte qui perd. Ça a pas trop de logique avec tout ce qui est précédemment dit, mais bon. Bah, je pense ouais, mais c'est vrai que maintenant, avec ce qui se passe ces temps-ci, déjà autour de la ceinture féminine, ça fait des mois que je crois que Sasha Banks va la garder et à chaque fois Charlotte la regagne et en plus avec les Survivor Series qu'on a eu, on peut plus rien pronostiquer. Mais moi, j'imagine bien quand même une intervention de Nia Jax lundi prochain pour qu'elle parte en feud contre Sasha et puis que Bayley retrouve la place de challenger numéro 1 vu qu'elle a été attaquée pour le moment encore sans trop de raison. Enfin, c'est juste parce que Charlotte est très méchante, quoi. Et Bayley est très gentil, donc les méchants attaquent les gentils. C'est comme ça que fonctionne le monde. Mais oui, bon, là, voilà, c'était un petit Raw qui a pas non plus énormément fait avancer les choses chez les filles, je trouve. Bon, en tout cas, on a plus de nouvelles d'Alicia Fox. Je pense qu'on en aura plus avant un petit moment. On va dire que c'est la bonne nouvelle.
Voilà. Ouais, bah, je suis assez de ton avis, hein. Je pense qu'on aura une intervention de Nia Jax dans le championnat de la semaine prochaine. Hein, timidement, hein, je pronostique quelque chose, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une victoire de Sasha Banks, puisqu'elle a l'habitude de perdre sa ceinture en weekly, Charlotte. Mais bon, ça c'est pareil, hein, l'avenir nous dira. Alors moi j'étais un petit peu, m'a fait tiquer un peu avant la coupure pub de voir Sasha Banks et Bailey se faire balader comme ça et jeter hors du ring. Elles avaient pas l'air très crédibles là, avant le match. Mais bon, ça termine sur une victoire de Sasha Banks, donc c'est pas bien grave au final. Voilà, de toute façon, là on a du talent quand même, hein, entre les quatre là, donc quoi qu'il arrive, on sait qu'on aura des bons matchs dans les pay-per-view et puis même dans les weekly. Bon, ils vont peut-être faire intervenir un petit peu Dana Brooke dans l'histoire, Ben, on, mais bon, c'est assez logique dans le déroulement ce qui se passe, donc ça va, ben, on attend toujours Emalina, c'est hein. plutôt bien. Et on attend toujours Emalina qui arrivera bientôt. Hein. Il y en a eu un petit clip Et- avec des images de Emma dans toutes sortes de positions. Et elle va arriver bientôt. Donc on a Corey Graves qui est un peu comme nous, il attend. ouais, Il n'y a pas de date, hein, d'annoncer encore. Hein. Donc c'est peut-être pas avant un mois. Euh, mais oui, bah elle, si voilà, ça c'est aussi quelqu'un qui a un haut niveau, donc si elle rentre dans l'histoire, ce sera encore mieux, quoi. ouais, je suis curieux parce que Euh, comme tu dis, elle a un très bon niveau in ring, mais ils vont lui coller une gimmick là. Bon, enfin, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais un petit peu quand même, si. Donc, on sait pas si ça peut affecter. Bah, écoute, moi je l'ai vu en house show, hein, elle faisait l'arbitre. Ouais, C'est une gimmick qui lui va bien, hein. Mais parce qu'elle arrive à faire l'arbitre Emalina. ah ouais ouais, D'accord, bah c'était je super. suis curieux de voir. Mais ouais. Non bah après il faut qu'il la fasse catcher, hein, tout simplement. Oui, Hein. bien sûr. Après elle peut avoir le gimmick qu'elle veut. Mais c'est vrai qu'elle avait déjà, moi je trouvais que ça fonctionnait bien le dernier, son dernier positionnement qu'elle avait là avec ses lunettes noires, son côté espèce de fliquette méchante là. Mais bon, on verra bien. Elle a du talent à revendre, donc je me fais pas trop d'inquiétude pour elle quand même. Malgré qu'on est effectivement dans un gimmick à la con, mais après, on sait pas. Hein, ça se trouve ils vont nous sortir autre chose que ce qu'on attend. Hein. Oui, bah du coup, ce Euh, qu'il a vu à Strasbourg, c'est Emalina, c'est plutôt face ou il, a priori? bonne question. Elle a pas trop agi dans le match. Hein, elle était juste là pour la décoration. Ouais. On Euh, verra. mais quand même, elle a fêté un peu la victoire avec les gentils, donc je suis pas sûr qu'elle débarque en heal. Hein. Euh... Alors, est-ce qu'ils ont eux-mêmes décidé de ce qu'ils vont faire? Ouais. Ça, c'est pas sûr non plus. Hein. Enfin bref, ça on verra. Oui. Il faut savoir patienter. Non, mais- Bon, enchaînons. Alors, on va arriver au main event, le fil rouge de la soirée. C'est Chris Jericho d'abord, hein, qui débarque, qu'on voit dans les coulisses. Donc il annonce qu'il va y avoir un highlight reel ce soir, durant lequel il annoncera qui est le responsable, hein, de la tentative de destruction de la liste, qui a eu lieu au Survivor Series, hein, c'est-à-dire que Kevin Owens a utilisé la liste, l'objet, hein, en lui-même, la liste pour assommer AJ Styles, si je dis pas de bêtises. Il s'est fait disqualifier pour ça, éliminé du match. Mais du coup, en faisant l'action, les papiers de la liste les pages de la liste se sont éparpillées dans le ring. Carnage complet. Chris Jericho était complètement perturbé. Il a ramassé les pages et il s'est fait prendre dans un RKO par l'ami Randy Orton, Oui. pardon. Donc voilà, donc ce soir, Chris Jericho va nous annoncer qui est le coupable de toute cette histoire. Donc on se doute que c'est Kevin Owens. Donc on a un highlight reel qui commence. Donc Chris Jericho n'est pas content. Donc il vient se plaindre de la défaite du match des Survivor Series. Il va nous dire qui est le coupable. Et là, il y a Kevin Owens qui débarque. Il l'interrompt.
Kevin Owens, il est venu avec des images du Survivor Series, hein, il réexplique les faits, il dit regarde, là je t'ai sauvé parce que je suis ton meilleur ami. Et là après, qu'est-ce que tu fais? T'es perturbé par ta liste à la con et tu te fais assommer par Randy Orton. Donc voilà, si t'as quelque chose à me reprocher, réfléchis bien parce que c'est un peu toi le crétin dans l'histoire. Donc Jericho, il s'énerve, il dit bon écoute, moi j'en ai fini avec toi, Kevin Owens. On est plus potes. Mais avant qu'il s'en aille, Kevin Owens le rattrape et lui dit non, écoute, c'est pas possible. Je vais te dire moi qui c'est le vrai coupable. Et là, à la surprise générale, tous les deux en chœur. Ils nous annoncent que le coupable c'est Roman Reigns. Et ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Tout ça c'était de la comédie. Kevin Owens et Chris Jericho n'étaient pas du tout fâchés. Euh, voilà, les revoilà les meilleurs amis du monde. Et puis soudain, c'est Seth Rollins qui débarque. On entend la musique de Seth Rollins. Parce qu'il commence à critiquer les deux. Hein. Il commence à critiquer Roman Reigns. Il commence à critiquer Seth Rollins. Mais donc Seth Rollins débarque. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est un match contre Kevin Owens. Et le match, il le veut ce soir. Donc ils finissent par se taper sur la gueule. Y a Roman Reigns qui débarque. Pour sauver Seth Rollins, parce que Seth Rollins attaque Kevin Owens et Chris Jericho, mais bon, comme ils sont deux, ben, il n'arrive pas à avoir le dessus. Donc Roman Reigns débarque, il fait un peu le ménage, et là c'est Mick Foley qui arrive et qui nous annonce que ben, ce soir il y aura bien le match de Kevin Owens contre Seth Rollins pour la ceinture de champion de l'univers. Ce sera un match sans disqualification. Et par contre, Roman Reigns et Chris Jericho seront bannis des abords du ring. Donc voilà ce qu'on aura dans le main event. Un peu plus tard dans l'émission, on a Kevin Owens dans le vestiaire qui est interrogé par Charlie Caruso, je crois qu'elle s'appelle. Il explique donc simplement qu'il va battre Rollins, qu'il est le plus fort. Et il appelle Charlie, il l'appelle René. Et puis il se rend compte que t'es pas René Young en fait. Et il dit ouais je sais pas comment tu t'appelles mais c'est pas grave, allez, au revoir. Ça c'était assez drôle. Et ensuite, on a donc le match en main event, donc match sans disqualification, qui va rapidement dégénérer. D'ailleurs, c'est Seth Rollins en bon babyface qui va rapidement aller chercher une table. Mais bon, il n'arrivera pas à l'utiliser de suite. Alors, il va se passer plein de trucs bizarrement pendant la coupure pub. Alors un peu avant, Kevin Owens il va placer son package Powerbomb. Pendant la coupure pub, il va réussir à faire passer, pardon, Seth Rollins dans une table. On va utiliser des chaises. À un moment donné, Owens va passer à travers deux chaises d'ailleurs. Voilà, on est dans un match sans disqualification, donc ça utilise des objets à gogo. Ensuite, on va avoir Seth Rollins qui va placer une Running Power Bomb sur Kevin Owens à travers une table pour le compte de 2. Ça suffira pas à vaincre le champion. Le combat va se poursuivre dans le public. Rollins va faire un crossbody du haut des gradins et il va montrer au-dessus de l'entrée des gradins. Et il fait un saut, ça fait 2 ou 3 mètres. Ensuite, Rollins va ramener Owens aux abords du ring. Il monte sur la barricade pour sauter sur Owens, sûrement pour un Heini. Mais là, il est agrippé par quelqu'un du public. C'est Sin Cara, le luchador, qui fait trébucher Rollins. Rollins se relève, il arrache le masque de Sin Cara et il révèle là le visage de Chris Jericho. Chris Jericho donc qui est venu intervenir. Donc Rollins réussit à placer Jericho dans le pedigree aux abords du ring. Mais ça suffit à Kevin Owens qui profite de la distraction. Il chope Rollins, il le place dans une powerbomb et l'écrase sur le bord du ring. Seth Rollins sera complètement KO. Donc Kevin Owens le ramène dans le ring et le place pour le compte de 3. Et donc, comme je le dis, il ne se relève pas. Rollins, c'est la victoire de Kevin Owens qui conserve sa ceinture grâce à l'intervention de Chris Jericho. Alors, quel choc! Depuis tout ce temps, sous le masque de Sin Cara, c'était en fait Chris Jericho. Est-ce que c'est pas encore plus étonnant qu'une victoire de François Fillon? Ah bah c'est moi Qu'est-ce que...
Je suis, Je suis sur le cul. ouais, je suis comme toi, je suis choqué. Mais alors, si Chris Jericho et Sin Cara, euh, contre qui s'est-il battu dans le bus il y a 2 semaines? Est-ce qu'il s'est battu, Mais c'est s'il ça, s'est battu contre c'est une lui-même? mystification. Il était, Eh il oui, était bourré, peut-être il s'est vu dans le reflet de la vitre du bus. c'est ça. Il buvait avec son masque sur la tête et croisant le Ah miroir, oui, il a non, dit qu'est-ce qui se passe? faut On jamais, pique ma bouteille faut, et bam. voilà, faut jamais boire avec un masque sur la tête déjà parce que c'est quand même pas très Mm, pratique. Euh, c'est ça. et puis non, non, oui, quel choc, quel choc. Moi, je ne comprends plus rien. Là, il va falloir que parce que déjà Sin Cara à une époque ils étaient deux, donc ça voudrait dire qu'il y a deux Jericho, je ne sais plus. Ouais. Là, on est, Depuis combien de temps? Oui, non, je comprends rien. là, Mais sinon, un beau match quand même. ah ouais. Un digne d'un main event, digne d'un pay-per-view même, j'ai envie de dire. Alors c'est un peu la même. Ça, est-ce que c'est un peu ce que vous aviez vu vous à Strasbourg et à Lyon? C'était ça, non, l'affiche? C'était. C'était ça l'affiche, mais alors ils sont pas venus dans le public, ils sont pas, ça allait pas aussi loin que ça, hein. C'était, en gros, ça s'arrêtait à la powerbomb dans la table, quoi. Mhm. Ouais, non, très très beau match. Alors je reviens juste deux secondes sur le highlight reel qui était aussi très très bon. Hmm. C'était super bien écrit. J'ai trouvé toute la tirade de Kevin Owens. Il en devient convaincant en fait quand il dit que il a sacrifié son tour pour sauver Jericho du Styles Clash et en espérant que Jericho en profite derrière et que c'est Y2J qui a gâché l'opportunité. Il en devient, tu te dis ah putain mais oui en fait tout ça tient debout. Donc c'est assez fort. Et puis bon la Mhm. fin était très drôle. Bon, on notera au passage que Mick Foley a prévu pour ce soir un match pour le championnat de l'univers. Je sais pas si t'as remarqué, Mhm. mais il avait visiblement, Ah oui, il a eu du mal à la sortir, il savait plus de quoi il parlait, ouais. il a oublié le nom de sa ceinture qu'il a un peu créé. Euh, mais du coup, à vrai dire, ça se sentait qu'il allait avoir un coup. Et c'est pas tout à fait la première fois que ça arrive à la WWE. C'est qu'il y a quand même un petit vide juridique quand on te dit que c'est un match sans disqualification. Mais en même temps, il y a des mecs qui sont Hmm. interdits de venir. Mais du coup, s'ils viennent, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'imagine bien que monsieur le référé, il a vu le show avant, il a bien entendu que Jericho était banni des abords du ring. Or, Jericho arrive, on le voit, il vient même sur le ring, parce que je sais plus qui c'est, il y en a quelqu'un un des commentateurs qui a dû dire oui, il est pas tout à fait ringside, il est dans le public. Ouais, il est dans le public, ça compte pas. Ouais, enfin bon, là, il était quand même sur la barrière de sécurité, faut pas déconner non plus. Donc, Hmm. bah, j'imagine bien que ça aura des conséquences et que lundi prochain, il va y avoir remise en question de tout ça. Mais c'est vrai que ça finisse là-dessus sans remise en cause de la victoire, ça me paraît un peu bizarre. Un peu bizarre. Mais sinon, le match était vraiment très bon. Ouais, Rollins et Owens, ils avaient déjà fait un grand Hell in a Cell. Là, ils sont très très bons tous les deux. C'est Rollins, si on le libérait un peu plus. Je sais qu'il y en a qui regrettent qu'il soit face. Moi, je trouve que il a un moveset tellement impressionnant. Enfin là, quand il a sauté depuis la barrière de 3 mètres de haut là ça m'a rappelé ce qu'il avait fait un peu avec le Shield aussi contre l'évolution. Donc, ça pourrait devenir un vrai top face tellement il est spectaculaire. Owen c'est très bon aussi. Enfin, rien à redire effectivement. Très très grosse affiche. Et Hmm, hmm, hmm. je suis d'accord avec toi. Oui. Ouais, effectivement, bah, Seth Rollins, c'est sûr qu'il fait un babyface parfait, mais comme ils ont mis, je sais pas combien de mois à le faire basculer du bon côté de la force, forcément, ça fonctionne moyennement. Et puis, bah, c'est toujours la même histoire, comme ils scriptent tout à la lettre, c'est un peu difficile pour les superstars de pouvoir se mettre eux-mêmes over en montrant ce qu'ils ont de personnalité un peu différente des autres. Et c'est sûr que dans son moveset, comme tu dis, Seth Rollins, il a quand même un moveset clairement de face. J'ai remarqué que dans beaucoup de ses prises, il a un moveset similaire à celui de Hiroshi Tanahashi, qui est l'équivalent de John Cena, hein, au Japon. Et s'il travaille là-dessus, il pourrait vraiment avoir des fan match qui comment dire, qui font partir le public comme devrait le faire un babyface, mais il faudrait qu'il se débarrasse du pedigree parce que il peut pas garder le pedigree en étant face. Pour moi, ça fonctionne pas. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, mais C'est vrai que bon,
moi je trouve pas spécialement le pedigree qui soit une prise heel ou face en soi, parce que Triple H a été face avec, ça posait pas trop de soucis, mais c'est juste qu'effectivement dès qu'il le fait, de suite on pense Triple H, donc ça pose problème. Après j'imagine, je sais pas quels sont les plans, il y aura bien un jour un match entre lui et le Game, peut-être pour WrestleMania, et puis ça va solder. Ouais, faudrait que ça arrive un jour, ouais. Ça va solder un peu l'histoire. De toute façon, là, je pense qu'on va partir sur un rematch, à Roadblock. Je me suis fait le constat là depuis le brand split, on a des feuds pour les titres mondiaux qui sont quand même très très longues, parce que depuis que Finn Balor s'est cassé en deux, en gros, on est sur un truc Owens contre Rollins à peu près. Depuis que il y a eu la brand split à SmackDown, Dean Ambrose et Styles, bon, il y a eu Cena entre eux, mais ça dure depuis l'été, donc ça fait des longues rivalités, mais en même temps des rivalités avec beaucoup de gens entre tout ça. Là, bon, on était le Raw du lendemain, mais on peut toujours s'attendre à ce qu'il y ait encore du changement par la suite, mais je trouve que Reigns est un peu trop shieldien et personne vient lui chercher des poux dans sa ceinture, c'est un peu dommage aussi. Alors là, t'avais Kevin Owens qui voulait aller l'affronter, c'était un peu bizarre quand même. Pendant la fin du highlight reel, hein, finalement les deux, ils cherchent à aller sticoter Roman Reigns. Je trouve pas ça très logique du fait que Kevin Owens c'est le champion, c'est les gens qui devraient venir le chercher et pas l'inverse. Donc ça se termine quand même sur Rollins qui vient le défier, mais je comprends pas trop la démarche d'aller chercher Roman Reigns quand t'es un mec censé être un peu couard comme Kevin Owens, aller chercher le mec le plus balèze du roster. Je trouve pas ça très très intelligent, mais Non, c'est pas très logique. Mais bon. c'est vrai. Et au niveau écriture, ouais, ils ont des petits. Parce que comme on dit, donc Rollins babyface, ça marche un peu, mais niveau in-ring, oui, niveau micro pas trop. Alors qu'en heel, il était excellent au micro. Owens et Jericho, c'est les heels suprêmes, et en même temps tout le monde les adore. Ils citent Roman Reigns comme ennemi, comme responsable de la perte, et là la foule explose, les soutiens à fond, parce que Roman Reigns là à Toronto, visiblement ça a pas marché du tout. Donc il y a toujours des cas un peu compliqués à gérer là. Roman Reigns entre autres vis-à-vis du public, ça toujours. Et puis oui, Jericho méga over de chez over. Donc c'est délicat. Ça dépend s'ils veulent vraiment essayer de changer ça, ou s'ils considèrent que on s'en fout, le public réagit comme il veut, on continue avec les personnalités qu'ont nos personnages. Moi je pense qu'ils devraient faire ça. Jericho est trop over pour il faut pas les passer face évidemment, il faut pas non plus chercher à tout prix à les refaire dire de la cheap heat et des saloperies pour qu'ils soient hués, parce que ça marchera pas. Faut l'accepter comme c'est, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, bah renforcer quand même un petit peu le côté heal des deux, ce serait pas trop mal, je pense. Après, il faudrait vraiment qu'ils fassent une bonne crasse, tu vois, qui est vraiment de l'animosité réelle entre d'un côté les anciens du Shield et de l'autre Jericho. Parce que là, avec le Survivor Series, ça s'est vachement tassé, je trouve, leur rivalité. Il n'y a plus vraiment d'animosité entre les gens. Bon, je pense que ça va se réactiver avec le fait qu'il l'ait explosé sur le bord du ring là cette semaine. ouais. Mais il faudrait quand même un coup un peu plus, tu vois, un peu plus violent pour que ça crée une animosité un petit peu sérieuse, parce que pour l'instant c'est super léger. Et puis bon, comme t'as en plus en parallèle le retour de Goldberg, ça passe vraiment au second plan. Et puis il y a toujours l'ombre de Triple H derrière. Qui fait que tout ça, ça va s'arrêter quand il va revenir sûrement. Hein. Donc ça fait un peu longue rivalité de transition avec finalement personne qui en bénéficie vraiment, à part Chris Jericho au final, qui fait une année exceptionnelle quand même lui. Hein. Pour les autres, ça confirme pas les espoirs qu'on avait mis en eux, c'est ça qui est un petit peu dommage. Quoi. Dans le ring, moi je trouve que si, mais effectivement en termes d'alignement, on n'arrive pas à avoir un truc clair, et tu peux avoir de très très bons matchs, des matchs que tout le monde apprécie comme ils ont fait, mais ça reste quand même voilà les vrais grands moments légendaires du catch, en tout cas tels que je les connais, c'est quand il y a vraiment quand même un gentil bien identifié, un méchant bien identifié, et une foule qui réagit au quart de tour. Daniel Bryan c'était ça, CM Punk c'était ça, enfin voilà. Et là on a l'impression d'être plus dans une performance sportive quand on assiste à un match très bon entre de bons athlètes,
Après, il y a une partie de la foule qui aime plutôt l'un, l'autre plutôt l'autre, et bah au final, ça se neutralise un peu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu sur le long terme. Sur le moyen terme, ça fonctionne, mais sur le long terme, ça risque de pas donner grand-chose de spécial. Puis on va se retrouver encore avec, s'il y a des blessés, avec une période où on ne saura pas à qui donner le titre de champion. Hum. Voilà, c'est ça qui est dommage en ce moment. Alors effectivement, bon, ils ont réussi le coup avec Goldberg, mais pour le reste du roster, on est un peu dans le flottement, et puis on n'arrive pas à créer surtout de nouvelles superstars, méga stars, j'ai envie de dire. Oui. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce Monday Nitro qui se passait donc le 21 novembre à Toronto. Alors on passe au mot de la fin. Les tops, les flops, une note. Alors dis-moi, quel est ton top, quel est ton flop, quelle est ta note, Raphaël? Et ben c'est parti. Alors le top, moi je vais mettre ce coup-ci les cruiserweights parce que on leur a beaucoup mis sur la gueule ces derniers temps et c'est vrai qu'ils nous ont pas mal déçus. Donc là le triple threat pour la place de number one contender était vraiment sympa à suivre. C'était un beau match, il y a eu de beaux enchaînements, il y a eu un beau vainqueur. Donc il y a eu pas mal de trucs bien dans cette soirée, mais comme ça on a l'habitude d'être déçus par les cruiserweights, là je leur mets mon petit coup de cœur du soir. Euh, mon petit flop, par contre, il y a plusieurs moments que j'ai moyennement aimé, mais alors là, je ne saurais dire. Je vais peut-être dire, ouais, bon, la facilité de la paresse de booking chez les filles, on va dire le tag team match playa n'était pas très intéressant à suivre et faisait vraiment un remplissage pour attendre la suite. Donc, je suis pas trop aimé le regarder. Ça servait pas grand chose. Le résultat, que ce soit l'une ou l'autre qui gagnait, on s'en foutait. Donc bon, c'était un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Et la note, du coup, c'était un Raw où il s'est passé pas mal de choses parce que c'est un lendemain de pay-per-view. En même temps, il y a des trucs qui sont un peu on attend, tranquille, on se repose. Il y a eu beaucoup de choses à assimiler la veille, donc on y va. C'était pas trop mal quand même, donc je mets 3 sur 5. Voilà. 3 sur 5. Ok. Alors, moi, dans mon flop, je vais mettre le final de Sami Zayn contre Strowman. Voilà, je trouve que c'est idiot. Dans le top, je vais mettre Goldberg. Pour moi, il assure grave. Et la note, je vais mettre 2,5. Ce qui va être beaucoup de choses moyennes. J'aurais mis 2 s'il n'y avait pas eu un main event qui était aussi bon. Puis le match pour les tag teams était pas mal aussi. Donc il y avait quand même une bonne qualité de match, même si par exemple sur les tag teams, le final pour moi est pas très intéressant, c'est très décevant. Voilà, sinon j'aurais mis 2 mais je mets 2,5. Voilà. Voilà ce qu'il en était pour ce Monday Nitro du 21 novembre. Voilà, donc bah, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud, sur la chaîne des Cahiers du Catch, sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de venir sur les Cahiers du Catch, venez vous inscrire, venez sur le forum. N'oubliez pas aussi qu'il y a le supplément SmackDown qui va sortir bon, quasiment en même temps, je pense, que ce catch-up. Donc le supplément SmackDown, comme son nom l'indique, ça parle de SmackDown. Voilà. Raphaël, je te remercie beaucoup d'être venu. Ben, merci à toi d'avoir présenté. Ce fut un plaisir à nouveau, comme chaque semaine. Donc vivement les prochaines semaines alors. Plaisir partagé. On se revoit bientôt. Et puis pour le reste, bah, les amis, moi je vous remercie encore de nous avoir écoutés. Puis je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Au revoir, au revoir. Au revoir, tu dis toi. Je sais jamais quoi dire à la fin.